Okay, let me remind those of you who will need translation in Arabic, French, English, because I think the main of discussion is going to be in French language. So if you need translation in English, please help yourself with the headsets who are at the end of this room on the right side. End of this room on the right side, you can have your headsets for translation. Okay? Let's make sure that everybody is on board with the language. Okay, thank you. You can ask me in English or in French. Sorry? Donc, mesdames et messieurs, nous entamons le deuxième panel de ce matin qui va couvrir quel est le rôle des agences de promotion de l'investissement en Afrique et quels sont les challenges auxquels ils vont faire face. Je donne tout de suite la parole au modérateur pour prendre la relève. Et je rappelle qu'on devrait terminer vers 12h30, monsieur le modérateur. Voilà. Bien, bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, chers invités, merci à vous de continuer à animer notre grand forum qu'est le FITA dans sa 7e édition. C'est encore une fois l'occasion de renouveler les félicitations à TABC et à ses partenaires pour entretenir cet événement d'année en année et le faire grandir. Nous sommes là ce matin pour évoquer ensemble un sujet très intéressant et qui va être discuté de long en large par des experts dans le domaine. Ce sujet qui porte sur le rôle des agences de promotion des investissements et des industries dans la transformation locale va nous amener à explorer, grâce à ces expertises, ce que ces agences peuvent faire, font déjà, et quelles sont les leçons qu'elles ont tirées de leurs expériences ou des expériences des autres qui ont eu à les précéder. Pour animer le panel, donc j'ai l'honneur de modérer. Je vais présenter très rapidement mes chers panélistes, les intervenants. À commencer à ma gauche, alors par Monsieur François, je lui laisserai le soin de donner tout son nom et ça va être comme ça pour
pour tous les autres, pour éviter d'écorcher, qui est donc à ma gauche, hein, Executive Director, responsable des investissements de l'Agence pour la promotion des investissements de Namibie. Et à côté de lui, nous avons M. Alassane Diallo, qui est le directeur général adjoint de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali. La troisième personne au milieu est M. Almami Amara, qui est le CEO de Guinean District Group et président du Forum pour la croissance inclusive en Afrique. Après M. Amara, nous avons M. Jean-François Yanda, qui est le directeur général de l'industrie au niveau du ministère de l'Industrie du Gabon. Et après M. Yanda, nous avons l'honneur d'avoir M. Kamel Ouerfeli, qui est le directeur général adjoint de l'agence chargée de la promotion des Comores, de l'industrie, c'est ça, et de l'innovation. Donc il aura l'opportunité de donner plus d'informations. Et enfin, last but not least, comme on dit, nous avons M. Bruno Kibanzu, qui est le directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements directeur général adjoint. Oui, mon ami Anthony ne m'en voudra pas. Il ne m'en voudra pas. C'est une équipe qui gagne, le Congo qui gagne. Voilà. Et donc moi-même, votre serviteur, Moussa Ismaila Touré, CEO du cabinet Massa Consulting et ancien directeur général de l'Agence de promotion des investissements du Mali. Donc j'ai mon ancien collaborateur qui est là, que je retrouve avec grand plaisir. Et donc tous les anciens collègues des API. Donc comme je disais, ce panel va nous conduire à discuter du rôle des agences de promotion des investissements. Et le déroulé que je propose, c'est qu'on va solliciter l'intervention de chacun des panélistes à leur guise sur le sujet. Ils vont prendre 3-5 minutes pour donner un peu, partager leurs expériences, qu'est-ce que l'agence entreprend dans ce domaine et quels sont les challenges, quelles sont les réussites. Et après, on va animer la suite des débats avec quelques questions pour approfondir le sujet. Et enfin, on donnera la parole au public pendant une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour échanger et répondre à vos préoccupations. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole pour vous présenter votre agence et nous dire qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous avez eu à initier pour favoriser la transformation locale dans vos pays respectifs. Nous avons un anglophone, mais qui se débrouille bien en français, pardon. Et donc, je ne sais pas s'il veut démarrer. Do you want to start? Okay, thank you. Thank you very much for your kind introduction, and thank you for having me on the panel. I think certainly from a Namibian perspective, we're in a place where investment promotion is really taking on a wider role, and it speaks to not economic development in the narrow sense, but economic development in the wider sense. It speaks to sector and industry development, and also, of course, working with partners across government, but also partners in the private sector, domestically and internationally. So the NIPDB, or the Namibia Investment Promotion Development Board, where I'm a member of the executive team, is an institution in the Office of the President.
And of course, the focus really is on growing the Namibian economy. So when you look at the theme of the panel, I think certainly from our perspective, it is almost it's an unlimited topic. We can really kind of expand it into many things, but I think maybe as per your request, maybe the one or two more important things, certainly for us, is the role of partnership and the role of collaboration. And when we look at it in the African context, that's maybe something that we haven't been good at in the past. But certainly Namibia is trying to work closer with our colleagues across the continent and to see how we could collaborate in building our economies, especially where there are sensible touch points. Thank you. Thank you very much, François. Ok. Qui veut prendre la parole? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alassane Diallo, directeur général adjoint de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali. Alors, avant de parler de l'agence, je vais quand même dire deux mots sur le Mali. Je commence d'abord par remercier les organisateurs du FITA pour nous avoir invités spécialement. J'avoue qu'aujourd'hui, vu de l'extérieur, compte tenu de la crise multidimensionnelle que notre pays a traversée, les gens pensent que devant chaque maison à Bamako ou au Mali, il y a un militaire avec une gâchette prêt à tirer. Non, je vous rassure que ce n'est pas comme ça. Donc il faut que nous travaillions à changer le narratif sur le Mali. Le Mali est et demeure une destination d'investissement et un pays d'opportunités d'affaires. Donc déjà, inviter le Mali, c'est déjà apporter sa pierre à la construction de l'édifice de la paix. Les problèmes de paix et de sécurité que nous traversons, nous pensons qu'en partie, les questions, le développement, il faut d'abord une armée forte, il faut le développement et il faut le dialogue. Donc en investissant au Mali, on apporte déjà sa contribution aux questions de paix. Nous avons une population essentiellement jeune. Près de 80% de la population est jeune. Et comme nous le savons, ces terroristes généralement s'appuient sur les jeunes, et en particulier les jeunes désœuvrés, pour servir de relais pour la lutte qu'ils mènent. Donc contribuer déjà à investir. En investissant, on crée des emplois. Comme on le sait, c'est l'industrie qui crée des emplois massifs et des emplois sûrs. Ça contribue à occuper notre jeunesse et ça les empêche de prendre d'autres routes comme la Méditerranée et autres. Beaucoup d'entre eux meurent dans ces milieux-là, etc. Maintenant, donc, le Mali est un pays d'hospitalité, un pays de culture, un pays de savoir-faire millénaire. Je vous invite vivement à venir investir au Mali. Nous avons beaucoup de ressources. Le Mali est un pays d'agriculture, l'agriculture au sens large, agriculture, élevage, pêche. Le Mali est un pays où nous avons beaucoup de ressources minérales et minières. Nous avons l'or, le lithium vient d'être découvert dans la région de Bougouni. Je suis sûr que très bientôt on aura du pétrole. Sur le plan agricole, nous avons beaucoup de ressources qui ne demandent qu'à être promues. Donc je vous invite vivement à venir au Mali. Maintenant, parlant de l'Agence pour la promotion des investissements, nous avons comme mission de promouvoir globalement la destination Mali. En faisant quoi? En attirant l'investissement national et des Maliens de la diaspora, mais aussi l'investissement direct étranger. Nous contribuons à l'amélioration du climat des affaires et nous contribuons aussi à la régulation des zones industrielles et d'activités économiques. La vision actuelle des autorités de notre pays est basée sur le développement endogène. Ça veut dire qu'il faut produire localement les biens et services et équipements dont notre économie a besoin. Nous sommes dans cette dynamique. Nous avons élaboré un plan stratégique 2024-2027 et le développement endogène est au cœur de cette stratégie qui tourne autour de 6 axes. Au cours des débats, nous allons certainement revenir sur le déroulé de ces axes stratégiques.
Merci, M. Diallo, pour cette introduction. M. Amara. Alors, bonjour à tous. Merci pour l'opportunité qui est donnée à mon pays ce matin, la Guinée. Merci à la Tunisie. Merci à TABC pour la réussite de cet événement et pour cette marque également. Nous savons que la transformation locale aujourd'hui est un sujet d'actualité en Afrique. Elle est d'ailleurs la préoccupation du gouvernement actuel guinéen. Nous savons qu'en Guinée, il y a beaucoup d'entreprises minières. La Guinée, d'après tout ce que nous savons sur la Guinée possède la réserve mondiale en ressources minières et possède également le plus grand gisement de fer inexploité au monde. Donc ça reste une marque pour le monde entier. Mais l'essentiel n'est pas seulement d'avoir toutes ces richesses ou toutes ces ressources. L'essentiel, c'est d'avoir une attitude ou une capacité de transformer ces ressources en produits finis. C'est ce qui peut donner une plus-value, c'est ce qui peut créer une chaîne de valeur. Nous savons que dans un pays, lorsqu'une chaîne de valeur est créée, ça peut pousser un pays dans un état de croissance. Je prends un exemple sur 4 acteurs du secteur institutionnel. Lorsque l'emploi est créé, le ménage, il va exercer une activité économique, il va gagner un revenu, il va consacrer une partie de son revenu à l'épargne et une partie à la consommation. La partie qu'il va consacrer à l'épargne, il va épargner au compte d'une institution ou d'un établissement de crédit. Et les établissements de crédit, à leur tour, quand il y a beaucoup d'épargne, à leur tour, peuvent financer de nouvelles entreprises. Et on sait que lorsqu'il y a beaucoup plus d'entreprises dans un pays, les entreprises vont payer des impôts et ça va pousser un pays dans un état de croissance. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin. Le gouvernement guinéen aspire à construire des raffineries, c'est-à-dire de transformer la bauxite en alumine et d'alumine en aluminium. C'est ce qui peut créer une chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup plus d'exportation des entreprises minières et ça détériore l'environnement du pays parce que les habitants ne profitent en rien. Le plus important aujourd'hui, c'est d'aspirer à la construction des raffineries. Comme ça pourra créer beaucoup plus de revenus, beaucoup plus de valeur ajoutée. Et l'IDRH, l'indice de développement humain, pourra aussi s'améliorer au fil des années. Donc, c'est ce que nous attendons aujourd'hui. Et côté échange, nous ne devons pas aujourd'hui accepter de seulement échanger nos ressources contre des infrastructures. Je crois qu'on est au XXIe siècle, on doit se réveiller. On doit voir grandement les choses. On doit se donner les moyens pour comment atteindre une étape plus importante que maintenant. Merci. Merci beaucoup, M. Amara. Monsieur Yanda, oui. Vous, au Gabon, quelle expérience vous pouvez partager avec nous en termes d'initiatives de transformation locale? Merci. Avant de parler de l'expérience du Gabon, je veux d'abord situer géographiquement le Gabon. Le Gabon, au cœur de l'Afrique centrale, est donc membre du grand bloc, la CEAC, avec une population très importante que nous tirons de la RDC. Donc c'est un pays sur lequel on peut miser parce qu'en investissant au Gabon, on investit pour toute la sous-région de l'Afrique centrale. Et donc nous sommes frontaliers au Cameroun, à la Guinée équatoriale et au Congo-Brazzaville. Là, c'était pour situer géographiquement le Gabon. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais été en Afrique centrale. Alors, pour parler de tout ce qui est stratégie de promotion des investissements, je veux d'abord aller sur l'ancrage. L'ancrage, c'est d'abord la vision. La vision est portée par un homme. C'est le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui est le président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui a une vision. La vision actuelle
du gouvernement de la transition, c'est la souveraineté industrielle, la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique. Pour aller vers cette souveraineté, effectivement, nous avons mis en place un plan national de développement de la transition. Ce plan national de développement de la transition comporte 288 projets pour 3 000 milliards, en sachant que cela s'étend sur une durée de 2 ans, c'est la durée de la transition. À l'issue de cette transition, effectivement, nous aurons un retour vers la démocratie pluraliste, le temps d'assainir donc les institutions et les rétablir. Donc, à l'issue de ce programme national de développement de la transition, nous avons développé une stratégie nationale d'industrialisation. Cette stratégie nationale d'industrialisation est portée par un certain nombre de secteurs porteurs, comme les mines, la métallurgie, la forêt-bois, l'agriculture, la pêche et les matériaux de construction. Pour chacun de ces secteurs, comme venait donc de le souligner mon prédécesseur, il est mis un accent particulier sur la transformation locale. Et l'exemple le plus parlant, c'est ce qui s'est passé en 2010. En 2010, nous avons donc interdit formellement l'exportation du bois en grumes pour pouvoir le transformer sur place à la zone économique spéciale de Nkok, qui aujourd'hui emploie plus de 4000 Gabonais. Et nous y allons presque à la troisième, quatrième transformation du bois, parce que ça crée un engouement. Et dans cette zone, nous avons au moins 16 nationalités qui sont implantées dans des secteurs variés. Notre ambition ne s'arrête pas au secteur bois. Le nouveau gouvernement est en train donc, de discuter avec tous ceux qui sont bénéficiaires des permis au niveau des matières premières pour aller, ne serait-ce que vers la première transformation locale. C'est le cas au niveau des mines de fer que nous avons. Nous avons 2 entreprises qui exploitent le fer, mais vers lesquelles nous incitons à faire donc de l'acier sur place. Il faut dire, soit dit en passant, que le Gabon est le premier producteur mondial de manganèse. Nous sommes le 4e producteur africain du pétrole. Nous sommes le leader africain en contreplaqué. Et dans la sous-région de l'Afrique centrale, nous sommes le premier pays à pouvoir maintenant avoir une raffinerie d'or donc sur place. Tous ces acquis ont été donc le fruit de l'incitation que l'Agence nationale de promotion des investissements offre aux investisseurs qui souhaitent venir s'implanter au Gabon. Mais nous n'accompagnons pas ceux qui viennent dans les zones économiques spéciales, nous accompagnons aussi ceux qui veulent investir dans le territoire. Et étant entendu que la zone économique spéciale est une zone d'extraterritorialité, mais le gouvernement aussi incite et favorise les entreprises qui s'implantent dans les zones à pouvoir écouler 25% de leurs produits dans le territoire national. En dehors de ces secteurs d'industrialisation, nous avons aussi des secteurs d'appui à l'industrialisation qu'il ne faut pas négliger. C'est tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est formation professionnelle et la problématique de l'énergie. Parce qu'on ne peut pas faire de l'industrie sans énergie. Voilà en gros tout ce que je peux dire à ce niveau sur tout ce qui se fait actuellement au niveau du Gabon. Il faut dire qu'il y a un engouement certain. Les entreprises se multiplient, les installations sont là. L'Agence nationale de promotion des investissements de notre pays a un guichet unique de création d'entreprises en 48 heures. Quand vous ne pouvez pas vous déplacer pour la créer au guichet unique, il y a une possibilité de créer son entreprise en ligne. Donc, au bout du clic, vous avez créé votre entreprise et ça incite les investisseurs à venir au Gabon et c'est ce que nous constatons depuis un moment. Merci beaucoup. Donc, je note qu'il y a vraiment un écosystème favorable à encourager la transformation locale. Et c'est bon, je pense que ce n'est pas une question, c'est juste un petit commentaire. Je pense que monsieur Ouerfeli va nous dire, nous sommes en Tunisie, merci de nous accueillir. Et nous savons que la Tunisie est un des pays leaders dans ce domaine. Donc c'est sûr qu'il
il pourrait nous partager un peu ce qui se fait ici. Merci. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour partager donc l'expérience de la Tunisie, de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, avec nos amis et nos invités que nous sommes heureux d'accueillir en Tunisie. L'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation est une agence qui est sous tutelle du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. En fait, l'Agence de promotion de l'industrie et d'innovation a été créée en 1972. Elle a fêté il y a 2 ans son 50e anniversaire. Au départ, elle s'appelait Agence de promotion des investissements. Au fil des années, donc, ces missions ont été étendues à plusieurs autres missions qui sont un petit peu complémentaires à l'investissement, notamment tout ce qui est entrepreneuriat et création d'entreprises, accompagnement des porteurs de projets pour la création d'entreprises. Nouvelle mission qui a été confiée à l'API en 2010, qui consiste à l'innovation et au développement technologique des entreprises tunisiennes. Pour vous donner quelques chiffres, donc, actuellement, donc, au niveau de la Tunisie, nous avons plus de 5000 entreprises qui emploient plus de 10 personnes. Donc, nous faisons une enquête annuelle pour le suivi des entreprises qui emploient plus de 10 personnes. Ces entreprises, ils contribuent avec la création de 530 000 emplois. L'industrie contribue donc à hauteur de 17% dans le PIB national et à hauteur de 90% des exportations. Donc, c'est un secteur qui est l'un des piliers de l'économie tunisienne. Pour revenir à l'Agence de promotion de l'industrie, donc les axes d'intervention de l'agence sont le premier axe, l'investissement, donc à travers donc, la participation à créer un environnement d'investissement favorable. Nous avons un guichet unique au niveau de l'Agence de promotion de l'industrie au niveau des représentations régionales. Donc l'agence elle est représentée au niveau des 24 gouvernorats du pays avec des représentations régionales qui offrent les mêmes services de proximité pour les promoteurs et pour les investisseurs. Donc nous avons un guichet unique pour l'accomplissement des formalités de création d'entreprise. Et dans le classement Doing Business entre 2017 et 2020, donc nous avons gagné plusieurs places. On était à la 100e place. On a passé en 2018 à la 67e place et en 2020 à la 19e place. Et depuis, donc, il n'y a pas eu donc, de nouveau classement Doing Business. Les activités de l'API, en plus de l'investissement, donc, l'API contribue à tout ce qui est cadre réglementaire de l'investissement, tout ce qui est loi d'investissement, tout ce qui est cadre réglementaire, vu qu'elle est la structure opérationnelle qui intervient directement en faveur de l'entreprise et des porteurs de projets. Donc, elle a une vision pratique sur les besoins et sur les tendances qui sont demandées par les investisseurs et les porteurs de projets. Pour aussi, donc, à part le volet investissement qui est géré au niveau du central et des directions régionales, nous avons plusieurs guichets, 17 guichets uniques au niveau des régions. Donc, pour l'accomplissement des formalités, nous avons un deuxième axe d'intervention qui est tout ce qui est entrepreneuriat, accompagnement des porteurs de projets. À travers un réseau de 28 pépinières d'entreprises, donc ce sont des structures qui assurent des formations, un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets, et jusqu'à l'établissement du plan d'affaires, un appui pour obtenir des financements. Donc, nous, on n'octroie pas de financement, mais on appuie les porteurs de projets auprès des structures de financement pour leur octroyer des financements. Et ensuite, donc, ils seront hébergés, après la constitution de leur société juridique, ils seront hébergés dans des locaux, des pépinières d'entreprise. Annuellement, on forme à peu près 1100 porteurs de projets. Sur ces 1100 porteurs de projets, nous avons 400 qui vont demander un accompagnement et veulent suivre un accompagnement. Et sur ces 400, on obtient à peu près 180 à 200 qui obtiennent leur plan d'affaires. Plusieurs d'entre eux seront hébergés dans les pépinières, dans les locaux des pépinières, et les autres, ils peuvent s'installer donc en dehors des pépinières.
Donc c'est un réseau qui est constitué de pépinières. Les pépinières sont installées au niveau des institutions universitaires, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des instituts supérieurs d'études technologiques. Ceci pour répondre donc à une problématique qu'a connue la Tunisie, c'est l'emploi des jeunes porteurs de projets, des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Donc l'administration n'est plus en mesure, et même le secteur privé n'est plus en mesure d'absorber les diplômés de l'enseignement supérieur. Donc nous sommes orientés depuis 1989 vers la promotion de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes. Ceci a donné des résultats et aujourd'hui nous avons un taux de création d'entreprises important et notamment avec une nouvelle orientation des pépinières d'entreprises vers les projets innovants et la création de start-up technologiques. Donc, d'autres missions de l'API, c'est l'étude stratégique, donc l'élaboration des études stratégiques pour guider les décideurs donc, à s'orienter vers des secteurs prioritaires ou des secteurs émergents et identifier des idées de projets qui peuvent être soumis aux investisseurs pour créer de nouveaux projets. Le dernier axe d'intervention, c'est tout ce qui est accompagnement et développement des PME, des entreprises. Actuellement, donc, nous essayons d'aider les entreprises à améliorer leur compétitivité par l'innovation. Donc, comme vous le savez, donc, la concurrence elle est devenue très importante au niveau international. Donc, les entreprises industrielles doivent améliorer leur compétitivité et ne peuvent améliorer leur compétitivité que par l'innovation. C'est pour cette raison que nous avons plusieurs programmes actuellement avec nos partenaires internationaux, notamment pour tout ce qui est digitalisation et mutation vers l'industrie 4.0, la transition vers l'industrie 4.0 du secteur industriel tunisien. Je cite notamment l'ONUDI, donc ici présent avec nous, M. Habib Ammar, qui est le chef de projet de cette action, la GIZ également, qui sont nos partenaires dans cette action de migration vers l'industrie 4.0. C'est une migration progressive en fonction donc, des potentialités des entreprises et des différents secteurs. Donc, je reste à votre disposition pour la suite s'il y a des compléments d'information. Merci. Merci beaucoup, M. Ouarfeli. Sans plus tarder, je vais demander au professeur Bruno de nous dire un peu qu'est-ce que l'ANAPI a comme initiative dans le domaine de la transformation locale, quelles sont les initiatives prises pour faciliter cette dynamique. En fait, j'ai suivi tous mes amis panélistes et il me paraît que l'Afrique reste la même, hein, elle est la même un peu partout avec les mêmes préoccupations pour accéder à la croissance économique. La croissance, en fait, d'une manière générale, durable et inclusive. Nous avons, et je comprends très bien, le même problème. Et vous comprenez pourquoi ici, d'après ce que vous nous avez donné comme thème, nous tous, nous avons besoin dans l'ensemble de l'industrialisation de nos produits, en fait, que nous produisons sur le terrain de nos potentialités. Mais en fait, à notre niveau, cela ne m'empêche pas de vous parler en long, je ne veux pas dire en long, en large, mais quand même assez brièvement, de l'ANAPI. Nous avons aussi l'ANAPI qui en fait signifie l'Agence nationale pour la promotion des investissements en République démocratique du Congo. Alors cette agence, c'est une agence publique, effectivement, c'est un établissement public bien reconnu par l'État. Nous avons tous les textes qu'il faut. Voilà pourquoi nous sommes venus représenter notre pays à travers la même agence. Et nous avons pratiquement 4 missions, parce que ça nous fait pratiquement aujourd'hui, si vous voulez bien, plus de 20 ans que nous existons. Les 4 missions sont les suivantes. Nous sommes venus vous présenter le miroir même de la République démocratique du Congo de manière positive, donc l'image positive de notre pays.
pour que vous puissiez justement les connaître et vous décider de venir investir. Il y a aussi promouvoir les opportunités qu'il y a, les potentialités qu'il y a pour la promotion des investissements. C'est très important aussi qu'on puisse un peu en parler. Et en dehors de cela, il y a les plaidoyers que nous faisons à chaque moment en ce qui concerne l'assainissement du climat des affaires, parce que vous ne pouvez pas venir investir si le climat des affaires est pollué. Ça va vous être très difficile. Même nous qui sommes à l'intérieur de notre pays, les nationaux, en fait, ça nous serait encore très, très difficile. Et après, nous sommes aussi une agence de facilitation, une agence d'accompagnement. Quand vous venez chez nous, nous n'allons pas vous laisser vous débrouiller vous-même. Nous allons vous recevoir, et nous allons vous accompagner dans ce que vous voulez faire. Et vous accompagner dans ce que vous voulez faire, c'est-à-dire, vous avez votre projet, et nous allons aller avec vous vers le guichet unique de création d'entreprise, l'accompagnement administratif qui va se faire tout à fait avant la création, quand nous vous recevons, pendant la création et après la création. Nous serons toujours aux côtés de vous, de manière d'ailleurs gratuite. Vous ne payerez rien à l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ce qui nous importe pour nous, c'est que vous veniez, que nous vous présentions toutes les opportunités qu'il y a à partir des potentialités que nous avons, que vous nous aidiez quand même à transformer ces produits, les produits que nous avons, les produits bruts, si vous voulez bien, qu'à des moments nous voulons exporter. Maintenant, vous venez, vous allez les traiter sur les lieux, et c'est à ce moment-là que vous nous apporterez ce que nous pouvons appeler de nouvelles technologies, et ça pourrait bien nous avancer en ce qui concerne le développement durable au niveau de notre pays. Alors, en dehors de cela, je vais vous dire que nous travaillons selon la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État nous donne sa vision. Et la vision, pour nous, c'est qu'il est le champion, comme nous le disons chez nous. Le président, nous l'appelons Fachi Béton. Il est le président d'un pays, d'un grand pays, d'un pays fréquentable au cœur de l'Afrique. Je veux bien qu'on commence d'ailleurs par là. Alors, dès qu'il nous donne sa vision, quelle est cette vision? Nous voudrions aussi travailler jusqu'à l'an, par exemple, 2030. Nous voulons être un pays émergent, un pays fort, un pays qui doit traîner derrière lui la plupart des pays africains, parce que compte tenu de notre position géostratégique, regardez très bien, nous sommes au centre de l'Afrique. Il suffit simplement que nous nous développions pour que les 9 pays qui nous entourent soient aussi impulsés, et les pays qui sont derrière, qui partagent l'ennemi, comme notre ami du Gabon, voilà, il peut subir facilement notre développement, son développement à partir de nous-mêmes, et nous aussi nous pouvons contribuer à ça, et eux aussi peuvent contribuer à nous développer, donc ça sera tout à fait mutuel. Maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir d'abord jusqu'à ce niveau-là? La vision du chef de l'État est implémentée au niveau du gouvernement central et jusqu'au niveau des gouvernements provinciaux. Alors, comment ça va se faire? Nous avons un plan, donc le gouvernement a un plan que nous appelons PNSD, Plan national stratégique de développement, et avec ces plans, il y a toute une panoplie de secteurs stratégiques qu'il faudrait, n'est-ce pas, développer. Et nous, en tant qu'ANAPI, nous sommes gérés par ce que nous appelons les codes des investissements. Alors, vous allez constater que les mines sont gérées par les codes miniers et les autres secteurs, ainsi de suite. Mais maintenant, au niveau de notre code, il y a les secteurs qui nous sont éligibles. Parmi ces secteurs-là, il y a l'agriculture, l'agro-business, l'agro-industrie,
Et quand vous venez, il y a l'élevage, il y a la pêche. Chez nous, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais je vous dis sincèrement que vous pouvez venir à Desmilliers, vous investissez dans n'importe quel domaine, vous allez vous produire très bien et vous serez très content. Vous serez content, nous contents. Contents pourquoi? Parce qu'avec vos investissements, vous aurez résolu un des problèmes cruciaux de chez nous, c'est-à-dire l'emploi, par exemple, et surtout l'emploi au niveau de nos jeunes. Nous sommes une population de plus de 100 millions d'habitants. Alors, ce qui signifie que si nous pouvons vous prendre ici 12 millions en Tunisie, de 8 millions, c'est pas au Gabon, et autant, vous allez constater que vous ne constituez même pas quelques provinces de la vie, en fait, de la République démocratique du Congo. Alors, vous comprenez que Fachi Beton, notre président, est en train de gérer tout un continent. En fait, si vous voulez bien, il gère tout un continent. Et avec ça, il y a possibilité, et ça, c'est vrai, je ne fais aucun commentaire, il y a possibilité de nourrir, si vous investissez chez nous, passivement, quoi, il y a possibilité de nourrir plus ou moins 250 millions de consommateurs. Vous n'avez pas d'intérêt, quand vous venez chez nous, en fait, investir, de dire non, comme nous investissons ici, nous pouvons aussi faire sortir nos investissements vers tel pays, nos marchandises vers tel autre pays. Non, non, ça ne sera pas possible parce que je suis très sûr que vous ne serez pas à mesure d'abord de satisfaire plus de 100 millions d'habitants. Donc, justement, vous comprenez que je suis d'accord. Je voudrais vous dire que venez chez nous. Il fait beau de vivre. Les climats, je ne vous en dis pas plus, les climats lui-même. Vous voyez ici, bon, nous allons en parler quand nous aurons professeur, justement un débat. Je veux vous garder encore. J'ai bien noté, et nous avons tous conscience, que la République démocratique du Congo a une position et un rôle stratégique en Afrique. Et j'ai noté hier un intervenant de chez vous qui a dit « Si le Congo se met debout, toute l'Afrique va marcher ». Donc j'ai bien retenu ça. Et je trouve ça très pertinent. Justement, en ce qui nous concerne là aujourd'hui, je voudrais que juste vous nous dites quels sont les 2 ou 3 secteurs où le gouvernement congolais, à travers l'ANAPI, veut attirer les investisseurs pour une transformation locale. Vraiment, 2 ou 3 secteurs précis. Bon, en fait, le premier secteur pour le moment, c'est l'agriculture. Nous sommes d'accord que vous veniez investir chez nous dans l'agriculture. Cette fois-là, dans l'agriculture, en fait, il y aura l'agro-business que vous devez installer, il y a l'agro-industrie que vous devez installer, et ça va bien marcher avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y a aussi l'élevage. L'élevage, c'est capital. Vous pouvez venir, nous avons toutes sortes de bêtes. Nous avons une terre, je veux dire, arable, de plus de 80 millions d'hectares. C'est sérieux avec cela, avec plus ou moins 4,5 millions de terres irrigables. Alors, vous comprenez qu'avec cela, dans l'élevage, ça peut aller. Il y a aussi l'eau. Nous avons des océans, nous avons des lacs, nous avons des rivières. Et toutes ces eaux-là sont pleines de poissons qui se meurent. Je vous dis ça. Venez sauver les poissons qui sont chez nous parce qu'ils meurent de leur propre vieillesse. Ça commence et ça meurt après. Mais qui peut vraiment les exploiter en faveur de plus ou moins 250 millions de consommateurs? Nous voudrions qu'à partir de cette salle, que nos amis qui sont prêts se décident, qu'ils viennent chez nous et nous allons les encadrer jusqu'au bout. Et nous avons un comment vous appelez ça, success story, qui est très éloquent. Il y a plus de 50, non, disons même une centaine d'entreprises qui sont déjà là, que nous encadrons et qui participent aussi à leur manière au PIB de notre pays. Merci, professeur. Voilà justement ce qu'on peut dire jusque-là. Et je crois que
au deuxième tour, nous allons échanger et pour que nos amis qui doivent toujours être derrière nous, alors puissent aussi être toujours derrière, mais nous collaborons. La concurrence est lancée. Oui, oui, nous allons toujours collaborer parce que nous sommes considérés comme des parents. Très bien. Nous sommes considérés comme des parents. Merci, merci beaucoup, professeur. D'accord, merci. Okay. Avec votre permission, oui. Monsieur Yanda, oui. Je voudrais juste attirer l'attention de nous tous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous soyons assis sur le facteur de consommation, de population, en sachant que de plus en plus les barrières s'ouvrent. On va vers la ZLECAf. Donc je crois que pour nous en Afrique centrale, ça je l'ai dit, la RDC c'est le grand marché. Mais il ne faudrait pas que ce soit un marché qui soit assis en se disant on est nombreux. Ça doit être un marché qui doit fabriquer des produits compétitifs pour pouvoir attaquer la ZLECAf. Parce que le risque avec la ZLECAf, c'est que quand le marché sera ouvert, si on n'a pas de produits compétitifs, on ne pourra pas les écouler. On va fabriquer, mais on ne pourra pas les écouler. Et si les autres à côté, comme au Gabon, qui sont 2 millions d'habitants, fabriquent des produits de bonne qualité, ces produits-là pourront être consommés par des marchés comme le Nigeria, comme la RDC. Donc il ne faut pas qu'on soit assis sur le facteur population en se disant qu'on a des consommateurs acquis. Il faut savoir que ces consommateurs, à court, moyen, long terme, avec la ZLECAf, ça va être des marchés ouverts et donc on va affronter la concurrence. C'est très important d'apporter cette précision. Oui, ok. J'ai François qui veut intervenir. I can really concur with the colleagues on this particular point. So many of you in the room might know that Namibia's government recently took the decision to actually ban the export of raw materials. And although that decision is being only partially implemented, and we're doing some work to work with, in particular in the mining sector, to work with producers to process ore and other extractives into at least secondary products. The point around using these sectors as a lever really to empower the local economy and local companies in particular, but also to grow really the bulk of medium-sized, small and medium-sized companies that help us to, of course, grow GDP and, very importantly, our consumer class, the middle class. But what is very important, especially when you look at Southern Africa, and I think Professor nicely spoke about it, it is important that when we look at raw materials, the need for collaboration in the region is very important. And in order for us to be competitive, the inputs like electricity and water and of course the cost of labor will increasingly become important, because effectively Africa will become, unless we say, okay, we're going to continue down this trend of exporting raw materials to predominantly Asia for processing and then just buy back the products, what we're effectively doing is exporting the jobs of our children and the future of our children. And in order for us to address that in a effective way and look forward to its more productive future, the need for collaboration becomes even more important. So where we work together with DR Congo, but also our other neighbors like Zambia, etc., maybe they're not represented here. But in particular, when you look at the commodities markets, that we move away from exporting raw material commodities and focus really on secondary and tertiary products. I think similarly, we've been caught in a trap, especially in the oil and gas industry, and Namibia is also now entering this particular sector. We've been caught in a trap where we export, and when I say we, I mean Africa exports
LNG to Asia and other places which are sectors of production, or centers rather of production. And of course, the oil is unrefined. And I think it's also, again, how do we kind of consolidate that capacity, especially since oil and gas probably will be a medium-term sector if we kind of continue to read the signals correctly around the greening of the global economy. And I think lastly, again, this really speaks to how do we bring locals into those value chains. In Namibia, we see that, of course, this is very difficult. Maybe the capital isn't there, but in particular, the knowledge and the skills isn't there. So how do we leverage our relationships with Europe and the Chinas and the Indias and the Americas of the world in order actually to grow local skill sets, in order for companies, local companies, to be able to participate in these sectors, but also at the same time to really work with, like I said, our neighbors, and for each other to support each other. And of course, when you look at the green sector, yes, many of our neighbors and also further in, north into Africa, we find rare earth minerals, but of course other staples like copper and nickel that is really fundamental towards the energy transition. And of course, Namibia again is really at the forefront in the African context in developing a green hydrogen industry, but that doesn't necessarily also mean local participation. So from the Namibian point of view, we've been making, and we continue to make, a deliberate effort to grow skills, to make sure that we have as many Namibians in working in foreign companies on Namibian soil as possible, but also at the same time to encourage foreign capital to come into Namibia to support the growth of local companies. And I think unless those systematic and strategic measures are in place, it will be very difficult for us to leap forward as the continent of the future. And thank you. Thank you, François. François vient d'évoquer deux points sur lesquels je voudrais revenir, insister avec vous. C'est celui qui concerne les challenges auxquels vous pouvez faire face pour encourager et impulser cette dynamique de transformation locale, et aussi la notion de collaboration. Qui sont les partenaires stratégiques pour pouvoir atteindre et approfondir la transformation locale dans vos pays? Peut-être que Almami pourrait nous en dire un mot pour le cas de la Guinée. Alors, dans ce sens, le rôle des agences de promotion reste un rôle très percutant dans l'émergence de chaque pays. Nous vivons dans une économie ouverte. Il faut qu'on facilite les échanges entre les pays africains. On doit se faire confiance aujourd'hui. On ne doit pas seulement se dire, quand il y a des appels d'offres, qu'on saute les pays africains, qu'on donne des marchés aux pays étrangers. Aujourd'hui, nous devons encourager cet échange-là. Par rapport à la transformation locale, comme je l'ai dit au préalable, ça reste un facteur très intéressant pour l'émergence du continent africain. Aujourd'hui, l'avenir du monde se trouve en Afrique. Nous avons toutes les potentialités. Aujourd'hui, nous devons faire face au monde. Nous devons sauver le monde entier. Parce que tout le monde vit en Afrique pour se ressourcer et repartir. Donc en Guinée, nous avons besoin des investisseurs aujourd'hui qui sont prêts à construire des raffineries, c'est-à-dire la transformation de la bauxite en alumine et en aluminium. C'est pourquoi moi je dois organiser en septembre un forum, le forum pour la croissance inclusive en Afrique, dont la thématique qui sera discutée portera sur la transformation des matières premières en produits finis. Donc pour ceux qui seront prêts en septembre, je vous inviterai en Guinée pour débattre ce thème qui reste un thème très crucial
pour l'émergence du continent africain. Et pour revenir sur le rôle des agences de promotion, les agences de promotion restent une porte d'entrée pour les investisseurs. Il n'est pas forcément dit que ce sont forcément les nationaux qui doivent investir dans un pays. Il faut aussi que les étrangers aussi viennent. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une économie ouverte. Donc il faut s'accepter, il faut se faire confiance pour qu'ensemble nous puissions développer le continent africain. C'est un continent très jeune, c'est un continent très prometteur. Mais dans le terme de la transformation locale, il faut qu'on accepte de se donner les moyens. Il faut qu'on accepte de se faire confiance pour grandir. Partager, faire le partage d'expériences, partage de connaissances. C'est ce qui peut aider aujourd'hui le continent africain à grandir. Merci. Merci beaucoup, El-Mami. Peut-être M. Diallo, au Mali, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui est fait pour ces deux thèmes? Merci, monsieur le modérateur. Alors, la transformation locale est au cœur de nos préoccupations en République du Mali. Par exemple, si je prends le cas de l'agriculture, comme vous le savez, le Mali est un des grands producteurs de coton en Afrique. Mais nous ne transformons que 2% de notre coton. Actuellement, on vient de lancer un appel à candidature pour la création de 2 filatures pour pouvoir transformer au moins 10% de notre coton dans un avenir très proche. Alors, nous avons diffusé l'appel à candidature auprès des investisseurs privés nationaux, des Maliens de la diaspora, mais aussi auprès des partenaires internationaux. Donc, ça reste encore ouvert. Nous avons eu des discussions avec la Chine, avec la Turquie, mais nous n'avons rien conclu. Donc, c'est pour dire que vraiment la transformation locale est au cœur de nos préoccupations. Comme je vous l'ai dit, nous avons aujourd'hui comme vision d'aller vers le développement endogène. Ça veut dire que nous avons une population essentiellement jeune et plus de la moitié de la population est constituée de femmes. Donc, au niveau de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, avec l'appui de l'ONU Femmes, nous avons créé un centre qui s'occupe de l'entrepreneuriat féminin, Women Business Center, où nous accompagnons les femmes. Nous sommes vraiment avec la très petite entreprise, la vendeuse de beignets ou de fruits et légumes. Nous essayons de les sensibiliser, de les former et de les rassurer d'abord qu'ils sont une entreprise, que l'entreprise, ce n'est pas des murs, l'entreprise, ce n'est pas des gros équipements. On commence à ce niveau. Donc, on les forme en esprit d'entreprise, en gestion d'entreprise. Et nous avons, comme vous le savez, la technologie. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'économie 4.0, l'économie du savoir. Donc, nous les formons aussi dans les nouvelles technologies et en marketing digital et autres. Donc, nous les accompagnons jusqu'à l'élaboration d'un business plan. Et après, nous servons d'intermédiaires pour les aider à chercher du financement auprès des banques et des établissements de crédit. Avec le programme des Nations Unies pour le développement, nous sommes en train de faire la cartographie des investissements liés aux EDD. Vous savez que les questions environnementales sont au cœur de l'actualité aujourd'hui avec tous les changements climatiques que nous connaissons. C'est pourquoi dans la promotion des différents secteurs, nous insistons sur les transferts de technologies. Par exemple, au Mali, nous savons que le Mali est traversé par 2 grands fleuves, le Niger et le Sénégal. Mais pour autant, on constate que ces fleuves-là sont en train de se rétrécir. Donc, il faut apprendre aux entrepreneurs qui sont dans le secteur de l'agriculture à utiliser des technologies qui permettent de minimiser l'utilisation de l'eau, que leur activité est juste la quantité d'eau dont on a besoin. Avec l'appui de la BAD, le ministère de l'Agriculture est en train de lancer un projet d'agropole dans le Mandé, dans les périphéries de Bamako.
et à terme, il doit avoir 12 agropoles. Nous sommes en train de nous sommes un acteur important de ce projet pour attirer les investisseurs à s'installer dans cet agropole et ensuite même créer un guichet unique pour eux au niveau de l'agropole. Le projet est suffisamment avancé. Avec le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, nous sommes sur un projet nous sommes en train de les accompagner dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet d'appui aux femmes dans le domaine du karité. Il y a beaucoup de coopératives de femmes qui produisent du beurre de karité, mais il faut qu'ils transforment, ils commencent à transformer localement le karité et avoir un label Mali pour pouvoir les exporter. Nous les formons aussi dans les questions de normes, parce que pour exporter des produits, il faut respecter les normes. Donc nous les formons dans les questions de normes, dans les questions de propriété industrielle, pour qu'ils puissent avoir des produits compétitifs. Donc nous pouvons, pour vraiment renforcer la transformation locale, il faut qu'on ait des PME denses qui vont après devenir des PME industrielles et plus tard des grandes entreprises industrielles. Si vous voyez que le Mali, malgré les problèmes qu'on a eu à un moment donné, embargo CEDEAO, insécurité, etc., notre économie est restée résiliente et a toujours resté dans le peloton de tête des trois grandes économies de l'UEMOA. C'est en partie à cause de ces petites et moyennes entreprises-là, dont la plupart sont dans l'informel. Mais nous sommes en train de travailler à les formaliser pour qu'ils puissent progresser. Une entreprise ne peut pas avancer en restant dans l'informel, tu n'as pas d'historique, tu ne peux pas avoir de partenariat, etc. Merci. Donc nous sommes vraiment dans cette dynamique. Merci, M. Diallo. Je voudrais... Oui, M. Yanda. Oui, mais pour aller dans le même sens, effectivement, au niveau du Gabon, nous sommes en train de déployer un programme que nous appelons les champions industriels nationaux. Donc, c'est des PME, c'est des projets portés par des nationaux. Et là, nous avons bien pris conscience qu'il ne suffit pas seulement de faire l'attrait aux investissements étrangers directs, mais il faut aussi renforcer donc, les PME locales. Et pour renforcer ces PME locales, il faut développer le transfert de technologies, il faut aller vers des co-entreprises, des co-investissements pour que effectivement les retombées puissent profiter aux populations, parce que quand vous investissez au Gabon, il y a une liberté de transfert des capitaux, de bénéfices. Et donc vous voyez qu'il faut trouver tous les mécanismes pour faire en sorte que les capitaux puissent rester et profiter aux populations. Et donc il y a tout un écosystème qui est mis en place pour pouvoir aider ces futurs champions industriels nationaux. C'est des mécanismes de financement qui sont mis en place. On vient donc de créer une banque de l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de monter au niveau du ministère de l'Industrie un fonds de croissance industrielle. Avec l'ordre des architectes, l'ordre des experts comptables, nous sommes en train de monter un incubateur. Le ministre de l'Industrie a signé la semaine dernière une convention pour tout ce qui est formation, accompagnement vers les banques, comme a expliqué le panéliste avant. Donc c'est ce que nous faisons à ce niveau. Et bien évidemment, comme disait l'intervenant avant moi, nous bénéficions de l'aide d'un certain nombre de partenaires pour pouvoir développer certaines filières, comme la filière manioc chez nous, qui est une filière qui est un produit très consommé. Et donc là, il y a toute une mécanisation qui est mise en place pour aider les petites coopératives et autres pour pouvoir faire des produits made in Gabon, et que nous sommes en train donc d'installer dans les supermarchés pour qu'ils soient visibles, qu'ils soient bien placés, bien positionnés dans les supermarchés. Tout ceci pour aller vers la substitution aux importations, parce que le Gabon, c'est environ 500 milliards de francs CFA d'importation des produits alimentaires. Et donc, nous voulons progressivement renverser cette tendance. Merci. Merci beaucoup, M. Yanda.
Je voudrais justement profiter, monsieur Yerfeli, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Yerfeli, c'est ça. J'ai noté dans l'intervention de monsieur Diallo du Mali que les femmes sont très présentes dans l'écosystème malien de la transformation locale. Est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce qu'on observe la même chose ici en Tunisie? Et quels sont, de façon générale, les challenges que vous rencontrez pour faciliter cette transformation locale? Merci. Donc, pour faciliter la transformation locale, donc, il faut avoir un écosystème avec des synergies et avec donc, des actions communes pour le développement. Nous avons, au niveau de la Tunisie, nous avons essayé de faire des collaborations entre les structures de recherche et le monde économique pour exploiter les résultats de recherche et pour développer des projets à forte valeur ajoutée qui vont permettre donc de hisser l'économie nationale. Aussi, nous avons travaillé sur la création de start-up au niveau de toutes les localités, toutes les régions. Donc, la création de start-up, notamment les start-up dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que ça ne nécessite pas un investissement, un grand investissement. Et nous avons en Tunisie un potentiel de jeunes qui sont très doués par les nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui peuvent créer des start-up. Et nous avons donc des success stories en Tunisie en termes de start-up, même avec des internationalisations au niveau qui sont développées en Tunisie et ensuite ils ont passé à l'international. Donc, l'exploitation des potentiels humains permettra donc d'avoir des start-up, un taux de création de start-up important. Aussi, donc, au niveau de la Tunisie, on accorde des avantages pour le développement régional. Parce qu'en Tunisie, nous avons un petit déséquilibre au niveau des régions pour tout ce qui est industrialisation. Donc, l'État, dans le cadre que ce soit du code d'investissement ou bien de la loi d'investissement qui a été promulguée en 2016, elle a donné des encouragements aux investisseurs qui s'installent dans des régions de l'intérieur avec des primes d'investissement qui peuvent atteindre jusqu'à 30% de l'investissement pour certaines régions et pour les autres, ça sera autour de 15% du montant de l'investissement. Aussi, donc, on a essayé de développer des chaînes de valeur, le développement des chaînes de valeur locales. Les chaînes de valeur, parce qu'ils permettent d'exploiter les potentialités de la région et de faire donc, des produits de la région comme source de développement d'une industrie de transformation au niveau de la région avec toute la chaîne de valeur liée à ces produits, à ces potentialités de la région. Donc, peut-être, en ce qui concerne la question sur le partenariat féminin, oui, en Tunisie, nous avons un partenariat. Les femmes entreprennent beaucoup dans les différents secteurs, et notamment dernièrement dans les secteurs technologiques, dans la fintech essentiellement, dans d'autres secteurs, dans la biotechnologie, dans les secteurs, disons les secteurs porteurs ou le secteur à forte valeur ajoutée. Donc, nous avons également des programmes qui encouragent les femmes à créer des petites entreprises dans les régions. Et nous avons une banque spécialisée en Tunisie, la Banque tunisienne de solidarité, qui octroie des crédits à ces femmes. Et disons, le taux de remboursement des crédits des femmes, il est beaucoup supérieur aux hommes. Et la réussite des femmes dans les projets, elle est très importante en Tunisie. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question, je vais demander à François à côté. Same question for you. What are the roles of women in local transformation in Namibia? And more generally, what are the key... S'il vous plaît, monsieur le modérateur, je devrais aussi terminer avant de... Je vais arriver, pas de problème, d'accord. Oui, merci.
Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions pour vous dans la salle. J'ai pensé que vous m'avez oublié. Non, pas du tout. On ne peut pas oublier le grand Congo. Voilà. So what are generally the main constraints to promote local transformation? Thank you very much. So quite interestingly, from a gender equality point of view, women rank actually quite high. I think Namibia ranks second in Africa and 8th globally in terms of gender equality. So when you kind of look at leadership generally, and I'll kind of come to the core of your question in a minute, but when you look at gender representation, for example, in government, it's almost 50-50. It's 49-51 or 51-49, depending on what election and what year it is. So I think from that perspective, we're doing quite well. And also in the corporate world, we see an increasing rise of, in particular, female CEOs making it through the ranks, or female executives making it through the rank to the level of CEO and also on board level. But unfortunately, I think when we kind of go a level down into small business and into the kind of the general economy, maybe the picture is slightly different. Although education of girls are the same as for boys, and I think we actually have a larger number of girl school leavers, in other words, that achieve a secondary school certificate, is slightly higher than for boys. The challenge we see is that actually post that there's a gap there, and that same kind of trend is visible in tertiary education. And what makes it, of course, more difficult is, and it's not this particular challenge is not only for women, it's also across the board. Is, of course, if you are an informal trader or an informal business person and you would like to raise money to maybe set up a formal business, that's very challenging. We see that actually, although I think internationally statistics show us that actually women are better repayers of debt than men are. It's a study that was done both in the US and also in Africa. But also at the same time, things like collateral, etc., is a particular challenge we see for women. So from a policy point of view, we're trying to address that. But also, still with the remembering that actually banks are typically commercial banks, and of course government then needs to step in with some kind of other measures like loan guarantees, etc. So that is certainly something we have been working on. But what is quite interesting is, especially when you look at more traditional sectors, and especially in the more rural areas, so women play an enormously important role in the agricultural sector, like I said, especially in subsistence agriculture. And we don't foresee that will change in the near future. What we can do, of course, is to support that women better, both as a government, but also, I think, as men. The reality is that many women stuck in a rural setting, they often the single parent or the main parent looking after the family, whilst the husband is often working away. And so really from that perspective, the Namibian government acknowledges that, and we've of course, like I said, we've been mobilizing policy to really address that in a very significant way. But if you kind of move back to urban settings, I think the more important thing for us is how do we address the issue around SMEs or small and medium enterprises, and how do we encourage young people? So or young women to start businesses or to be partners in businesses. So some of the policies and measures that we've been putting in place through the Development Bank of Namibia is to offer loan guarantees for commercial loans. So in other words, you go to a commercial bank, borrow whatever capital you need, and then the Development Bank of Namibia backs that up with a loan guarantee. And in particular, and I think this is maybe the traditional view, but I mean, many of these businesses leans kind of towards more food and these kind of enterprises, but they work. And the reality is, even especially post-COVID, we've seen really a boom in those
the numbers of those businesses really flourishing. And then spilling over into the tech space, so where a distribution business becomes an online business at some point, etc. And I think from that perspective, we've been particularly grateful that this kind of persistence to keep pushing, especially for female-owned SMEs, to flourish in this sector is important. Yeah, let me leave it there. Thank you. Thank you. Professeur, avec votre permission, il nous reste 10 minutes. On va donner l'opportunité à des questions et je suis sûr que vous serez personnellement visé compte tenu de l'intérêt que le public doit avoir pour le Grand Congo. Donc, vous avez la parole. Nous avons certainement beaucoup d'autres sujets que nous n'avons pas pu aborder, et des challenges et des opportunités. Je pense par exemple à la question de l'utilisation des nouvelles technologies pour accélérer et faciliter la transformation locale, les préoccupations relatives à la formation, à l'éducation, à la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, ainsi de suite. Mais bon, je suis sûr que vous aurez nous vous laissons la parole pour les éventuelles questions. Oui. Thank you, the moderator. Let me stand. My name is Senator Darlington Wokoch. I'm from Nigeria. I wish the panelists, they have their translators, because this question will go to all of them to arrive. Maybe by the time we're going to draw the communique, I would have loved to find it around there. My simple question is, thank you for organizing this wonderful event. We're talking about new technology to accelerate development. And I know no development or investment in trade or any other kind of investment can thrive without happening in a very peaceful environment. And I know in Africa today, we have pockets of problems here and there in so many countries. And most of those problems are exported from somehow from the European areas or the other globe to Africa to make sure that our image is better, to subdue our economy so that the necessary, some of the amenities or infrastructures will be harvested within our environment. So my question is this. Most times, little restiveness in Africa is being seen as terrorism. What do we do collectively as Africans to arrest such situation where all Africans can come together, reason together to improve our economy and rebrand African image? Because our image out there, which is not helping our economy, is highly battered. So how do we come collectively to rebrand our image so that Africa can stand on its feet and have good image to launch whatever product or interest they have collectively as a bloc? That's my question. Thank you very much for your question. Okay, une autre question? Bonjour, Karim Lebin, directeur général Relais Consult Group. J'ai entendu tous les intervenants, je les remercie. Par contre, tout le monde parle aujourd'hui que nos Africains doivent nous prendre en main. Seulement, ce que je constate, vous avez dit tous la même chose. Quelle garantie vous donnez aux investisseurs que ce que vous dites, je ne mets pas en doute ce que vous dites, hein, mais selon que des promesses, venez chez nous, nous sommes là. Quelle garantie vous allez donner à ces gens-là? Vous dites la même chose. Moi, je suis un investisseur. Je ne viens pas chez vous sur des promesses. Qui me dit que tout ce que vous dites, vous êtes vraiment détenteur de l'information, que vous centralisez l'information, que vous êtes efficace, que je vais vraiment, quand je viens chez vous, je ne serai pas obligé de faire 40 ministères. Aujourd'hui encore, on est très bien. On sait très bien, nous sommes depuis 25 ans en Afrique subsaharienne et en Afrique en général.
il y a une rétention de l'information. Les différents ministères de commerce, de l'industrie, chacun il tient à son pot, à ses informations. Il y a vraiment un problème d'incohérence. Les agences d'investissement disent que nous sommes le guichet unique, mais en vérité, quelquefois, ce n'est pas vraiment ça. Il va falloir vraiment faire taper à la porte. Aujourd'hui, il n'y a aucun système qui est mis en place, qui est reconnu. L'API, on a l'agence de promotion d'investissement. Nous sommes certifiés qualité depuis les années 90. Nous sommes la première agence à être certifiée. Je rappelle, la Banque mondiale donne l'exemple, l'API, depuis longtemps. Pourquoi le guichet unique? Parce qu'ils sont certifiés selon les normes internationales de management de la qualité de performance. Aujourd'hui, donc, et c'est ça, je m'arrête là, quelle garantie vous donnez aux investisseurs que ce que vous dites est lié aux normes internationales, alors que pratiquement rares quelques agences de promotion d'investissement en Afrique qui sont aux normes internationales de qualité, par exemple, de certification des process qui démontrent que ce qu'ils disent, il est vraiment reconnu sur le plan international en termes d'efficacité. Merci. Une dernière question? On va se limiter à 3. C'est bon? On va donc répondre à ces 2 questions. OK, il y a deux personnes qui veulent réagir. La première, c'est comment, ensemble, changer la perception qui est sur l'Afrique de façon générale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'image de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà, c'est ça la question résumée. Qui voudrait contribuer à ça? 1 minute. 1 minute, oui. Voilà. Non, mais la première question est contrariée par la deuxième, donc je vais commencer par la deuxième. L'investisseur, le potentiel investisseur met en doute, bien, demande des garanties sur ce que nous avons tous dit ici. Ce qu'il doit d'abord retenir, c'est qu'en ce qui concerne les agences, je ne suis pas dans une agence, mais je sais qu'il y a la WIPA qui existe, qui est l'Agence mondiale de promotion des investissements. Et au niveau de la francophonie, il y a une agence, il y a une organisation, je crois que c'est la RDC qui préside l'agence de promotion, l'association des agences de promotion des investissements francophones. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont donc mis à la disposition des agences de promotion pour monter en capacité, pour monter en puissance. Moi, je m'inscris en faux dans tout ce qui est qualité que vous dites pour la Tunisie. Ce n'est pas forcément la qualité. C'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas parce qu'on est certifié qu'on est performant. Ce n'est pas parce qu'on est certifié qu'il n'y a pas de pot de vin. Ce n'est pas parce qu'on est certifié qu'il n'y a pas de corruption. Le tout se passe dans la tête. C'est la vision du président, la vision du gouvernement et la perception que les fonctionnaires ont à respecter cette vision-là. Nous savons tous qu'il y a des organismes qui sont certifiés, mais qui ne sont pas forcément efficaces. Je ne remets pas en cause le principe de certification, mais ce n'est pas parce qu'une organisation est certifiée qu'il est exempt de tout reproche. Donc au niveau de l'Afrique subsaharienne, puisque c'est comme ça qu'il est communément appelé, il y a des agences de promotion des investissements qui délivrent des prestations de qualité. Les guichets uniques existent dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne. Vous n'avez plus besoin de faire le tour des ministères comme vous le dites. C'est l'approche des guichets uniques. Tout est rassemblé. Toutes les administrations compétentes sont rassemblées au sein des guichets uniques pour avoir les documents que vous serez tentés d'aller chercher dans les ministères. Donc, faites d'abord le pas, prenez le billet, allez-y au Gabon, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en RDC, tentez l'aventure. Vous allez voir que vous n'allez plus revenir en Tunisie. Merci. Merci. Je voudrais un peu que j'intervienne aussi quand même. Professeur à 1 minute. On peut y aller. Il nous en reste Moi, 2. J'avais voulu, avant de revenir aux questions du public, hein, si vous voulez. Mais allons aux questions, parce qu'il nous reste plus que 2 minutes. Mais attention, parce que quand on parle anglais à côté là-bas, vous êtes libre, et ça fait 10 minutes 20.
Et quand il s'agit de la grande RD Congo, ça fait nous avons 2 minutes. C'est parce et là, que je ne suis pas d'accord. C'est parce que je ne comprends Là, pas anglais. S'il vous plaît, il faudrait-il que je vous fasse cette remarque. Vous modérez pour l'ensemble de l'ensemble de nous-mêmes. Et tout à fait. Ah oui, voilà justement. C'est comme ça qu'il faudrait faire, non? Et c'est quand je manquerais à dire oui, que les autres aussi vont parler. Mais on dirait que vous privilégiez un groupe au détriment de la RD Congo, mais nous sommes quand même beaucoup plus grands que les autres. Hein? Vous devez le savoir. Mais je voulais justement vous dire ceci. Je ne voudrais pas orienter les débats, mais je suis en train de me dire, nous, en République démocratique du Congo, faut-il que nous vous disions l'expérience que nous avons des entreprises qui ont été installées et que nous sommes en train d'accompagner. Non, je pense que ce n'est pas ça le problème. Notre problème à nous, nous sommes venus ici chercher les investisseurs, ceux qui doivent aller investir chez nous. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il faudrait beaucoup plus, nous, à notre niveau de la RD Congo, parler du climat des affaires, parler de la promotion des investissements, que de nous perdre dans ce que nous, quand nous descendons, à chaque instant quand nous quittons Kinshasa, peut-être avec nos antennes à l'intérieur du pays, donc dans nos provinces, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des entreprises qui se sont déjà installées. Nous devons aller voir de quelle manière ils sont en train de travailler. Est-ce qu'ils contribuent réellement à l'accroissement durable de notre pays? Parce que, en fait, qu'est-ce que nous faisons? Et quand ces entreprises viennent, nous les agréons au code des investissements. Et il y a tout à fait un arrêté interministériel que nous leur donnons. Et dans cet arrêté, il y a toujours une part pour l'État congolais. Alors, ils viennent, nous vous disons, oh, d'accord, vous venez, nous allons exonérer. Ah, c'est une garantie aussi, c'est une incitation. Nous allons exonérer tous les équipements que vous allez importer pour le montage de votre usine. Maintenant, ça peut vous coûter plus ou moins 10 millions de dollars. L'État congolais va le faire. Mais en revanche, qu'est-ce que l'État congolais attend? L'État congolais attend la création, je veux dire, de l'emploi. Il voudrait voir, nous nous sommes entendus avec vous, quand vous allez installer votre usine, votre industrie, vous allez engager 1000 jeunes. Mais je veux dire pas de toujours jeunes, hein, je dis 1000 employés. Alors, je dis direct, emploi direct, emploi indirect, mais surtout nous visons sur l'emploi direct. Mais combien vont toucher peut-être au bas niveau, hein? Au bas niveau, les plafonds, vous allez payer combien? Maintenant, dans votre conseil d'administration, il y aura combien de Congolais? Nous devons suivre tout cela. Alors, c'est en compensation de ce que nous vous avons déjà donné comme avantage. Et c'est ça ce que nous faisons à ce niveau-là. Et maintenant, quant au problème, par exemple, de questions qui sont posées à ce niveau-là, je prends, moi, la deuxième question. Chez nous, c'est bien résolu. Et je crois bien, on dirait que nous marchons avec notre ami gabonais. Qu'est-ce qui se passe effectivement dans notre constitution? Il est dit ceci. Entre les nationaux et les étrangers, les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers, il n'y a pas de discrimination. Nous vous traiterons toujours de la même manière. Vous serez soumis aux mêmes lois. Mais attention, quand vous êtes soumis aux mêmes lois, il n'y a pas de discrimination. Vous bénéficiez de tous les avantages dus à tout entrepreneur, à tout investisseur à l'intérieur du pays. Vous aussi, vous devez respecter les lois du pays. Et là, nous serons parfaitement d'accord avec vous. Maintenant, ça, c'est au niveau de mécanismes internes. Mais il y a aussi les mécanismes externes. Et je voudrais bien, j'ai perdu de vue quelque chose qui doit aussi vous pousser à décider de descendre chez nous, c'est que
Je me disais quoi, je vais encore perdre ça, mais je vais d'abord au niveau de ce que nous appelons en fait mécanismes internationaux. Et de ce côté-là, il y a l'OADA. Nous avons adhéré à l'OADA. C'est ça. Alors, si vous avez un problème avec, ou bien entre vous-même, ou bien avec l'État congolais, vous êtes appelé à aller à l'OADA. Il va arbitrer ces conflits-là et on trouvera facilement de la solution. En fait, il y a aussi ACA, il y a Surdi, il y a MICA, il y a aussi le mécanisme au niveau sous-régional. Pour nous qui sommes de la SADC, vous le savez très bien, il y a un mécanisme pour les moments, les droits, on a supprimé même les droits de douane. Et si vous achetez quelque chose dans un pays qui est membre de la SADC, il n'y a plus de frontières au niveau de paiement de douane. C'est déjà très avancé et nous passons qu'à ce titre-là, monsieur l'investisseur potentiel de la République démocratique du Congo, vous pensez que vous pouvez venir chez nous, vous n'aurez pas de difficultés du tout, sauf si vous-même, vous voulez créer ces difficultés-là au cas où vous n'allez pas respecter les lois de la République démocratique du Congo. Alors, là, il y a aussi le fait que notre agence, c'est vraiment une agence qui a bénéficié de la reconnaissance des agences de notation. Il y a des agences de notation internationales qui ont témoigné de la fiabilité, n'est-ce pas, de notre agence. Et c'est ce qui fait que, généralement, nous n'avons pas suffisamment de difficultés à vous convaincre de descendre chez nous, en République démocratique du Congo, parce que vous-même, je crois que vous en êtes sûr, et je n'ai même pas beaucoup de temps à perdre en vous parlant des potentialités, en vous parlant des produits stratégiques compétitifs. Pourquoi? Parce que chacun de vous a des téléphones. Mais vous avez les téléphones. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où les téléphones là? Ça vient de chez nous. Est-ce que vous savez que le problème que nous avons avec notre ami du Rwanda et notre ami de l'Ouganda, c'est dû à cela. Alors ils viennent armés, ils entrent chez nous. Je ne sais pas s'ils estiment que nous sommes faibles. Ils entrent chez nous, ils creusent tout, ils prennent un rapinisme tel que les Arabes l'ont fait à l'époque. Ils viennent, ils prennent tout, ils amènent chez eux. Et après, quand on les pose la question, pourquoi vous le faites? Non, ça transite, ça va en Occident. Oh là 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 là. Mais vous êtes le premier producteur de cobalt. Mais chez vous, votre sous-sol n'a pas de cobalt, n'a pas de coltan, n'a pas de germanium, n'a pas de lithium. Qu'est-ce qui se passe au juste? Mais attention, avec ça, le forum que nous tenons aujourd'hui, et je tiens à dire ceci, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et si le pays voisin africain attaque un autre pays africain, c'est que tout ce que nous sommes en train de faire ici tombe à zéro. Parce qu'il n'y aura plus de confiance. Si vous êtes bien armé, vous venez chez moi, vous le faites. Maintenant, sur le plan même économique, ça posera des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs, parmi les facteurs favorables au climat des affaires, il y a entre autres la sécurité, il y a le politique, il y a l'administration, il y a, si vous voulez, la diversification de l'économie en fait. Alors, vous comprenez déjà qu'en parlant de ces 3 ou 4, et ce que nous sommes en train de faire, on dirait que c'est du folklore, mais au moins ça permet à ceux qui sont là de comprendre que vous pouvez venir et vous venez chez nous. Vous serez calme. Tout ce qu'on est en train de faire, on vous dira, aïe, en fait, à l'Est, il y a ceci, à l'Est. C'est du folklore, ça, je dis bien, du folklore. Et d'ici là, le problème va être résolu. Nos minéraux seront contrôlés totalement par nous-mêmes. Je dis et j'ai terminé. Merci. Oui, il fallait le faire. Très Merci. bien. Parce qu'ils étaient en train de dormir. Hein? Merci, merci, professeur. D'accord.
Je pense qu'on arrive à la fin de cette session. Je voudrais vraiment remercier les panélistes pour leur pertinente contribution. Nous avons vu la ferveur dans les échanges. J'ai vu la compétition entre les agences de promotion, ce qui nourrit une dynamique qui existe, chaque pays voulant attirer au maximum les investisseurs. Nous avons aussi la chance de bénéficier de vos observations, de vos contributions qui ont soulevé des préoccupations qu'un investisseur peut avoir et qui sont effectivement vécues au jour le jour. C'est l'expérience qui parle. Mais toujours est-il que je pense que les exemples que nous avons écoutés et qui ont illustré les efforts faits par les agences de promotion qui tiennent un rôle clé dans toutes les économies, donc les efforts qu'ils font en termes de promouvoir non seulement l'investissement dans leurs pays respectifs, mais surtout encourager la transformation locale sont des initiatives à encourager. Et j'ai noté aussi dans ce cadre qu'il y a des initiatives qui vont continuer, telles que le forum sur la croissance inclusive en Afrique, qui va être organisé au mois de septembre prochain, je pense, en Guinée, et auquel vous êtes invités. Donc, autant d'initiatives qui nous permettent d'espérer sur un développement certain et vertueux de notre continent. Donc, c'est sur ces derniers mots que je voudrais encore une fois vous remercier TABC pour son initiative du FITA et encourager dans ce sens et souhaiter plein succès à FITA et donner rendez-vous l'année prochaine pour le même événement. Merci messieurs et à bientôt. On les applaudit. Bravo, merci pour ce magnifique. Je me suis fait gronder. Merci pour ce magnifique panel très chaud, très animé. Vous avez bien mérité votre déjeuner. Donc on va partir de suite pour le déjeuner et on reprend à 14h30 avec un autre sujet non moins important, le tourisme en Afrique. Quel est son futur et comment le développer? À tout à l'heure. Oui, oui.